Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous pour célébrer le livre, pour célébrer le texte, pour saluer la pensée, l'intelligence. Délivrez-vous aujourd'hui pour mettre en scène. Je reçois un comédien. Ouais, il va me dire, il fut un temps, je fais moins de scènes. Délivrez-vous, je reçois un dramaturge, un homme de théâtre, un metteur en scène. C'est exactement ce qu'on fera ce vendredi sur vos écrans. On va mettre la littérature, on va mettre le théâtre, on va mettre le langage en scène. Je reçois Gez Eliezer avec mon costume de Spider-Man. Gez. Eh bien le bonjour d'Angelo, ça va? Les lunettes, t'as voulu les garder quoi? Oui, je garde toujours mes lunettes à la télé ou à la radio, j'ai mes lunettes. Ouais, ça participe de ton tempérament en public. Non, c'est un élément de décor, c'est un élément qui constitue à un certain niveau un élément de décor chez moi. Est-ce que ça fait ton théâtre personnel, ton théâtre individuel? Ok, à un premier moment, mes lunettes c'était pour me cacher. C'était pour me cacher, pour essayer d'être en sécurité. Et puis après, ça devient un élément de décor, comme je viens de le dire. Ça devient un outil que j'utilise comme un bracelet, comme n'importe quel élément que je peux ajouter à tout ce que je porte en général. Mais comment peux-tu te cacher quand tu es dans un métier du visuel? Tu te donnes à voir, tu te donnes en scène. Je ne me donne pas en scène, je propose un personnage en scène. Lorsque je suis sur scène, c'est un personnage que j'interprète. Donc du coup, j'efface le Eliezer que je suis pour proposer mon corps, ce corps que j'ai, à un personnage. Par exemple, je peux jouer un personnage qui est très grand physiquement. Par contre, je suis petit. Donc du coup, ce n'est pas moi, c'est juste un médium que je propose à ce personnage pour exister. Donc mon corps est devenu un élément pour aborder le personnage. Gez Eliezer, Eliezer Guérismé, qui est comédien, qui est metteur en scène, qui est le directeur du festival de théâtre En Lisant, qui est directeur au Théâtre National d'Haïti. Enfin, directeur de programmation. Directeur de programmation, appelons les choses par leur nom. Ouais. Directeur de programmation au Théâtre National d'Haïti. Gez Eliezer qui fait partie des premières cohortes de slameurs en Haïti, l'initiateur du slam en Haïti avec d'autres amis. Gez qui est un professionnel du langage. Tu travailles dans la parole, Eliezer. Mais la parole, est-ce que tu as souvenir de toi prenant la parole au sérieux? Tu avais quel âge quand tu as constaté que la parole était un outil artistique? J'étais très jeune, j'étais à l'école, il y a un professeur qui m'a dit « Écoute Eliezer, je pense que tu as une très belle voix et je pense que tu peux te lancer dans la déclamation » parce qu'à l'époque, c'était la déclamation. Et puis, j'ai commencé à lire et à dire des textes de Corneille, de Rabelais, des auteurs de théâtre français. Donc, je me suis lancé. Il m'a accompagné, ce prof que j'oublie déjà son nom, tu vois. Donc, c'est pas très respectueux de ma part. Donc, du coup, ce prof qui m'a lancé dans ce qui est devenu aujourd'hui mon métier. Donc, j'ai décidé de faire du théâtre. C'est à partir de là. Et ce prof, il était à l'époque à l'église wesleyenne. Donc, je salue tous les jeunes de Wesleyenne qui faisaient partie à l'époque de cette association de jeunesse où je faisais vraiment mes premières armes. Donc, du coup, je me suis lancé dans la déclamation. Et puis après, j'ai monté une production, si je peux appeler ça comme ça, parce que j'ai lancé une production avec mon ami qui est mort aujourd'hui, Youkens Leroy.
et Robinson Célestin qui vit à New York aujourd'hui. Donc on a lancé une production qui s'appelait Eloi, Eliezer, Robinson et Hukens. Une production, on voulait travailler dans la production de spectacles. Ça fait que le spectacle a toujours été un élément présent dans ta vie. Maintenant, j'ai envie de comprendre, j'ai envie que le public comprenne. Quand toi, tu as pris sur toi le théâtre, quand tu as pris la résolution de faire du théâtre, comment tu as négocié avec tes parents? J'imagine que maman, papa, les oncles, les tantes voulaient que monsieur soit ingénieur, médecin, avocat. Et quand tu dis, c'est la scène qui m'intéresse, comment cette famille a réagi? Je ne sais pas. On n'a jamais eu cette conversation à la maison parce que je suis né dans une famille d'artistes. J'ai une sœur qui est chanteuse, enfin j'ai deux sœurs qui sont chanteuses, une qui chante à l'église et une qui chantait en tant qu'artiste professionnelle, William Guérismé, que je salue d'ailleurs si elle regarde. Elle est dans le monde, celle-là. Oui, dans le monde. Donc du coup, je suis né dans une famille d'artistes. Mon père, il a une sensibilité pour les arts. Ma mère chantait elle aussi. Donc à un moment, il fallait juste trouver le moyen de pouvoir vivre de ça, de pouvoir vivre de ce métier d'artiste. J'hésitais entre la chanson et le théâtre et à un moment, je me suis dit, bon voilà, je vais me lancer dans le théâtre. J'ai commencé avec une compagnie qui s'appelait Planche Todo. C'était ma première compagnie. On a eu le premier prix en 2005-2006, le premier prix du concours Ticket Max Academy. Et puis après, à partir de 2008-2009, j'ai rencontré quelques potes. Je peux citer le nom de Rolando Etienne, de Billy Midi, de Schneider Laurent, Billy et Lucien, qui m'ont accompagné, mais vraiment, qui m'ont beaucoup accompagné et qui, aujourd'hui, grâce à eux, je suis devenu ce que je suis, artiste, metteur en scène et comédien. Alors, Guez, là, tu es invité en tant que lecteur. J'ai envie d'entrer dans tes chambres intérieures. J'ai envie de comprendre quel type de lecteur es-tu. Est-ce que quand tu es dans un livre, tu l'absorbes totalement? Est-ce que tu es le genre de lecteur qui t'autorise de sauter des passages? Est-ce que tu as besoin de lire plusieurs livres en même temps? Est-ce qu'il te faut un endroit spécial pour lire? Comment ça se passe dans tes chambres intérieures de lecteur? Comment reçois-tu du texte? Ça fait beaucoup de questions à la fois. OK, mais je vais quand même tenter de répondre. Déjà, je lis beaucoup de théâtre. Je lis beaucoup de théâtre parce que je suis dans le monde du spectacle vivant. Donc, je lis beaucoup de théâtre, premièrement, pour essayer de construire mes projets artistiques, mes projets de mise en scène, mes projets en tant que comédien. Je lis des pièces de théâtre aussi pour apprendre. Je lis des pièces de théâtre parce qu'à un moment, il y a un texte que je suis en train de lire qui me pousse, qui m'invite à lire un autre texte. Il y a ça aussi en tant qu'artiste, en tant que comédien. Par exemple, si je suis en train de monter un spectacle, il y a plusieurs textes que je vais aborder en même temps que je suis en train de travailler sur ce texte parce que les textes que je suis en train de lire, ils ont d'autres références. Ça évoque, par exemple, si je lis un texte qui évoque Macbeth, je vais être obligé d'aller lire Macbeth. Donc, c'est déjà ça le premier principe. Je lis beaucoup de théâtre, je lis beaucoup de poésie aussi parce que j'ai un rapport assez étroit avec la poésie, parce que j'écris aussi de la poésie, parce que je fais du slam. Et je ne peux pas me considérer comme étant un poète dans le sens classique du terme, parce que je n'ai jamais publié, ça ne m'intéresse pas du tout de publier des textes de poésie, mais je lis beaucoup de poésie. Est-ce que je lis plusieurs textes à la fois? Oui, ça m'arrive de lire plusieurs textes à la fois. Ça m'arrive de commencer un texte et de le laisser à un moment pour passer à un autre texte parce que peut-être que je trouve ce texte à un moment pas très intéressant. Donc, du coup, je fais une pause pour passer à un autre texte ou parce qu'il y a une autre priorité, parce qu'il y a des priorités de lecture aussi. Ouais. Les gens, ils savent pas. Ils ne savent pas qu'en tant que lecteur, on a des priorités de lecture. À des moments, on se dit que c'est ce texte, il faut l'aborder, il faut le commencer et on a besoin de le commencer. Donc, c'est comme un besoin de manger à un moment.
Donc, ça m'arrive de lire plusieurs textes à la fois. Par exemple, en ce moment même, je suis en train de lire 12 déroute de Yannick Laens. Je suis en train de le lire et je lis d'autres textes aussi. Je lis des textes de Guy Régis parce que je vais travailler beaucoup sur lui. Donc, ouais, tu es dans ça comme alchimie personnelle de lecteur. Mais maintenant, Eliezer, tu es dans le spectacle. Tu crées des spectacles. Dis à un jeune de 16 ans qui te regarde là maintenant à la télé, quand est-ce qu'il y a spectacle, Eliezer? Quand est-ce qu'il y a spectacle? Parce que je vais partir du théâtre, parce que Absolument. de cette manière, je peux parler. C'est ton lieu de performance. Quand est-ce qu'il y a spectacle? Il y a spectacle quand il y a un personnage qui est proposé, un personnage qui est installé. Et ce personnage, il arrive sur scène et il raconte une histoire. Cette histoire peut être de l'ordre de la parole, ou cette histoire peut être de l'ordre du geste. Ok, on est au théâtre, on est au spectacle si on a affaire au geste et au texte. Il y a toujours des mouvements dans le spectacle. Et puis après, on va mobiliser un ensemble d'accessoires, on va mobiliser des décors, on va mobiliser de la lumière, on va mobiliser vraiment beaucoup de choses pour construire ce spectacle. Eliezer, tu es dans un domaine de la représentation. Tu mets en scène, tu occupes un espace, tu crées du spectacle. Mais il y a un jeune de 17 ans qui regarde maintenant Délivrez-vous et qui se dit, mais finalement, quand est-ce qu'il y a spectacle, Eliezer? Quand est-ce qu'il y a spectacle? Il y a spectacle quand déjà il y a un personnage. Et je dis personnage, lorsque je dis personnage, il ne faut pas entendre personne. C'est-à-dire on peut installer sur scène n'importe quel élément et cet élément, une fois sur la scène, devient personnage. Un personnage, genre une forme pure, comme on dit dans le domaine du théâtre. Une forme pure dans le sens, ce personnage peut être physique, ce personnage peut ne pas être physique. Donc imagine que j'installe une cuillère et qu'il y a une histoire qui est racontée en voix off, cette cuillère devient personnage automatiquement. Ce personnage est venu sur scène pour raconter quelque chose. On est sur scène pour raconter quelque chose. On est sur scène parce qu'il y a une histoire. Et cette histoire qui va se raconter à travers deux éléments fondamentaux. Soit la parole ou le geste. On peut toujours avoir un spectacle sans la parole. Il y a des spectacles de mime, par exemple. On peut considérer... Moi, je ne travaille pas dans la mime parce que ce n'est pas ma formation. Je travaille surtout avec la parole, c'est-à-dire je mobilise toujours des textes pour aborder mes spectacles. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont installés aussi, qui sont très importants dans le spectacle. Il y a, en plus des personnages, il y a le décor. Le décor est très important. Il faut toujours imaginer le décor. Il faut penser le décor. Aucun décor ne peut pas prendre place dans le spectacle sans être pensé. Moi, dans tous mes spectacles, dans tous les spectacles que j'ai faits, les spectacles de rue, les spectacles dans les salles, même s'il n'y a pas beaucoup de salles ou même s'il n'y a pas de salles du tout en Haïti, tous les décors, ils sont toujours pensés. Et à partir du décor, on va commencer à imaginer la lumière. Il y a quelqu'un qui est là, qui travaille sur la lumière. Par exemple, là maintenant qu'on est en train de nous regarder à la télé, il y a une création de lumière. Il y a un dispositif de lumière qui est placé, qui fait qu'à un moment, D'Angelo devient très beau à la télé. OK? Mais dans la vérité, c'est pas vrai. Donc, du coup... Donc ça va être chaud. Hein. C'est toi qui as lancé la guerre. On peut toujours laisser tomber. Ah non, mec. Une blague, ça suffit. 1-0, on oublie, voilà. OK, voilà. C'est toi qui as lancé les hostilités. Hein. Non. C'était pour la blague. C'était pour un peu, tu vois, déstresser. Oui, justement. C'est ça le travail. Le travail, c'est un travail avec l'éclairagiste. L'éclairagiste, il fait un travail de lumière à partir de tout ce qui est proposé comme élément sur la scène. Et puis, après, il y a le son qui arrive, il y a les costumes aussi, il y a les costumes qui sont pensés. C'est pas quelqu'un, je suis pas en train de faire un spectacle et j'arrive et je trouve une veste quelque part, je trouve des chaussures quelque part et je décide à un moment de les placer dans le spectacle. Non, tout est imaginé. Les costumes sont imaginés et c'est à partir de là qu'on peut parler de spectacle. Le spectacle vivant, voici dans quel spectacle tu es, ce qui fait que tu mobilises beaucoup de textes. Et dans ton panthéon personnel, Eliezer Guérismé, tu as des livres de théâtre que tu affectionnes particulièrement.
Quel est le premier livre que tu voudrais présenter au public Délivrez-vous? Eh bien, le premier texte que j'aimerais bien proposer aux gens, il s'appelle « Dans la solitude des champs de coton ». C'est un texte que j'adore beaucoup et il y a une histoire assez intime. Si tu me promets un cadeau à la fin de l'émission, je te raconte l'histoire. Parce que c'est un sujet... Je te le promets, je te le donne. Ok, d'accord. C'est une blague et c'est assez drôle comme partie de mon histoire de vie de comédien. Dans la solitude des champs de coton, c'est un texte que j'ai découvert grâce à Billy Midi, qui m'a proposé ce texte. Je crois on était en 2009. Il y avait le Festival de théâtre des Quatre Chemins, à l'époque, qui était dirigé par Michel Lemoine. Et, à ce moment, Billy Midi est venu me voir. Il m'a dit, Eliezer, il y a un texte qui s'appelle Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès. Je souhaite le monter avec toi à Quatre Chemins. Et il m'a filé une copie. Je suis rentré à la maison. Je faisais partie de Planche sous dos à l'époque. Et j'ai commencé à lire le texte. Dans la solitude des champs de coton, ça évoque un rapport de désir entre un acheteur et un dealer. Et moi, à l'époque, j'étais très jeune et j'ai vu dans ce rapport qu'un rapport homosexuel. Et je me suis dit non, les gars, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout intéressé à monter sur scène, à interpréter un homosexuel. Je ne me sens pas prêt. Et non, je me suis trompé durant cette période, en 2009, on était en 2009, ça parle de désir, mais ça parle de beaucoup plus de choses que ça. Et ce rapport, si tu veux... Il y a l'introduction qui est très marquante que tu... Ah oui, mais c'est un texte que j'adore. Tous les passages du texte... Ouais. Donc, caméra, si tu veux faire découvrir au public l'introduction, tu as toute la liberté du monde. Avec plaisir. C'est le dealer qui parle. Si vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. Et cette chose, moi, je peux vous la fournir. Car si je suis à cette place depuis plus longtemps que vous et pour plus longtemps que vous, et que même cette heure, qui est celle des rapports sauvages entre les hommes et les animaux, ne m'en chasse pas, c'est que j'ai ce qu'il faut pour vous satisfaire, pour satisfaire le désir qui passe devant moi. Et c'est comme un poids dont il faut que je ne me débarrasse quiconque, homme ou animal, qui passe devant moi. C'est pourquoi je m'approche de vous, malgré l'heure qui est celle où d'ordinaire l'homme ou l'animal se jette sauvagement l'un sur l'autre, je m'approche, moi, de vous, les mains ouvertes et les paumes tournées vers vous, avec l'humilité de celui qui possède face à celui qui achète, avec l'humilité de celui qui possède face à celui qui désire. Et je vois votre désir comme on voit une lumière qui s'allume à une fenêtre tout en haut d'un immeuble dans le crépuscule. Je m'approche de vous, comme le crépuscule approche cette première lumière, doucement, respectueusement, presque affectueusement. Mais c'est une grande force d'évocation dans ce début de texte que tu nous lis là. Tu arrives vraiment à voir cette lumière dans l'immeuble au loin, tu arrives à sentir ce désir. Est-ce que pour toi, le théâtre qui fonctionne, c'est le théâtre qui te permet de visualiser avant la mise en scène? Visualiser, imaginer, de te représenter la scène mentalement. Imaginer la scène mentalement, déjà, parce qu'il faut constituer toutes les images dans la tête et puis après, pour commencer à faire des dessins. Moi, avec Jean-Ronald Pierre, avec qui je travaille comme éclairagiste, que j'aime beaucoup son travail et je le salue d'ailleurs, c'est l'éclairagiste du Festival de théâtre en lisant. On imagine des dessins, on fait des dessins, on essaie d'imaginer la scène avant même de commencer à travailler avec les comédiens. On commence à les placer sur scène avant même d'entamer cette phase de matérialisation du travail. Ce texte qui va être matérialisé par les comédiens ou les comédiennes, parce que justement, j'ai travaillé ce texte avec Gaël Bien-Aimé et Agnès Noël. On était en 2016 à la première édition du Festival de théâtre en lisant. J'ai travaillé ce texte avec 2 femmes. Et avant même de travailler ce texte, il fallait commencer à imaginer le spectacle, avant même de rentrer dans la phase de matérialisation. Et j'ai quand même écouté quelque chose aussi dans ta lecture. C'est la qualité de la langue et le seuil de dépouillement de cette langue. Est-ce que toi, comme metteur en scène, tu es très à l'aise avec un texte, on va dire, limpide, dépouillé, sans fioriture, un texte qui serait fait que pour le théâtre? Là, Eliezer, je suis en train de te dire, y a-t-il un texte qui est théâtre et que théâtre?
C'est une question assez compliquée. C'est une question assez compliquée parce que moi, je pense que n'importe quel metteur en scène peut travailler sur un texte, sur n'importe quel texte. On peut prendre un texte, même si moi, j'aime surtout les textes qui sont écrits pour être joués, ok, mais je pense que n'importe quel metteur en scène peut utiliser n'importe quel matériau et le placer sur scène. Ce texte, c'est un texte qui a une écriture assez particulière. C'est un texte qui installe un dialogue entre deux personnages, un dealer et un client, mais avec des passages assez longs. C'est presque des monologues. À chaque prise de parole de chaque personnage, ils sont dans des tirades assez longues, dans des monologues. Donc du coup, comment arriver à proposer cette parole par un personnage et pour que l'autre personnage, il écoute pendant longtemps. Tu dois écouter pendant 2 à 3 minutes. Et écouter, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce qu'on a toujours tendance à prendre la parole. Donc c'est ça. Mais là, ça crée un autre écosystème parce que dans le dialogue de tous les jours, dans le dialogue normal tel qu'il est constitué, jamais il n'y a de tirade de 2-3 minutes dans les conversations. Oui. Ça n'arrive pas dans une conversation normale, je veux dire. Eh bien, que l'autre puisse parler 3 minutes. Qu'est-ce que j'ai envie d'évoquer avec ce texte? Et je choisis ce texte dans les 5 textes sur lesquels on va discuter parce que ça évoque le dialogue. Et aujourd'hui en Haïti, le mot dialogue est au centre des débats politiques. Ouais, c'est un mot fourre-tout aussi. Hein? Eh bien, le mot dialogue est au centre des débats politiques et ce rapport qui est installé entre ce dealer et l'acheteur, un dealer et un client, on peut l'imaginer à partir des rapports qui sont installés aujourd'hui entre les politiciens, entre ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui ne sont pas au pouvoir, ceux qui font partie de l'opposition. Le secteur démocratique. Eh bien justement, et aujourd'hui, dans ce contexte politique haïtien, il y a toujours ce besoin de discuter, d'aller vers l'autre, d'inviter l'autre à raconter. Mais ce qui est drôle dans ça, et ce qui est évoqué aussi, c'est ce rapport illicite. Cette marchandise, ce qui est proposé comme marchandise, ce qui est étalé comme marchandise, il n'est pas clair, il n'est pas évident, personne ne le voit. Qu'est-ce qui est proposé? Qu'est-ce qui est proposé comme marchandise? On ne le sait pas. Et c'est justement ce rapport entre ce dealer et... Donc il y a toute une litote qui traverse toute la pièce où l'enjeu réel, le produit qui est vendu, on ne le voit pas. Eh bien, écoute ça. Un deal est une transaction commerciale portant sur des valeurs prohibées ou strictement contrôlées et qui se conclut dans des espaces neutres, indéfinis et non prévus à cet usage, entre pourvoyeur et quémandeur, par entente tacite, si conventionnelle ou conversation à double sens. Là, il arrive à définir le deal, ce que c'est, dans le but de contourner les risques de trahison et d'escroquerie qu'une telle opération implique à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, indépendamment des heures d'ouverture réglementaires des lieux de commerce homologués, mais plutôt aux heures de fermeture de ceux-ci. Mais par contre, dans le texte, c'est tout à fait le contraire. Dans la solitude des champs de coton, Bernard-Marie Coltès, Eliezer Guérismé est sur le plateau Délivrez-vous, ça va parler théâtre. Mais le théâtre, ça respire. Allez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours Des livres et vous. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre,
par le livre. Délivrez-vous qui est consacré au théâtre. Je reçois un homme du sérail, je reçois un dramaturge, un metteur en scène, un comédien, un slammer, un professionnel du verbe. Il s'appelle Eliezer Guérismé, il est en lunettes, il aime se cacher alors qu'il aime la scène. Quel sacré paradoxe. Il faut être homme de théâtre pour s'enfermer dans autant de paradoxes. Nous sommes dans une solitude avec Eliezer, dans la solitude des champs de coton. Voici un texte qui aura secoué monsieur. Nous allons, Eliezer, continuer à explorer cette solitude dans les champs de coton. Toi qui diriges un festival, le festival En Lisant, qui cette année a consacré tout son déploiement à la solitude. Enfin seul. Ouais. Voici donc le thème clé que tu avais gardé pour ce festival, qui a fait beaucoup de clins d'œil au féminisme également. Mais Koltès, est-ce qu'il est pour toi un auteur féministe? Et, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que j'ai travaillé sur Koltès en 2011 enfin, j'ai dit en 2011. Oui, en 2011 aussi, mais ce n'est pas cette date que je voulais évoquer. Mais tu n'es pas très jeune, hein, Eliezer. 2011, ça fait longtemps. Hein. Oui, ça fait longtemps. Hein. La première fois que j'ai... Tu prends du milléage, quoi. Non, la première fois que j'ai commencé, enfin que j'ai découvert ce texte, on était en 2009. Et en 2011, il y a Jean-René, 2011-2012, Jean-René tu avais Lemoine. genre 30 ans, quoi. Non, j'étais jeune. On ne va pas commencer à parler de mon... Mais je t'avais dit que j'allais réagir. Non, ça va. Oui, en 2009, j'ai découvert ce texte grâce à Billy. Et puis après, en 2011-2012, j'ai fait un atelier avec Jean-René Lemoine qui était venu parce qu'il voulait le monter. Il a commencé à travailler avec des jeunes comédiens. Il y avait Néhémie Pierre Dahomey, que je salue, qui était là, qui faisait partie de l'équipe de 15 comédiens. Oui, Néhémie, un très bon ami, hein, ancien voisin. Ouais. Et donc, du coup, j'ai beaucoup travaillé sur ce texte. Ouais. Est-ce qu'il est un auteur féministe? Non, je ne pense pas. On a travaillé sur Koltès, on a travaillé surtout sur l'incandescence des années 80, parce que, oui, à un moment... dans les années 80, il y avait ce qu'on appelle les baby boom qui faisaient vague en Europe. Et non, je ne pense pas qu'il est du tout féministe, même si on a travaillé cette année sur les auteurs, sur des femmes, dans la 4e édition du festival. Et En Lisant, justement, parce que là, tu viens d'évoquer En Lisant, je me permets de faire un peu de promotion, je ne sais pas. Non, c'est pas possible, c'est interdit. Je te dis direct. D'évoquer En Lisant. En Lisant travaille sur les auteurs. En Lisant travaille vraiment sur les auteurs parce qu'on pense que l'auteur de théâtre, c'est lui qui propose le premier matériau qu'on va utiliser. Le premier matériau qu'on va utiliser pour faire le spectacle, pour créer le spectacle. C'est le texte de théâtre non le talent de l'acteur, ce talent dormant. Oui, après, il va avoir le talent. Mais il faut... Après, il va avoir le talent, mais il faut déjà un texte. Moi, je crois qu'il faut un texte. Moi, je crois au texte. Moi, je travaille sur le texte. Et j'ai toujours... Mais tu insistes beaucoup sur cet aspect, sur l'organisation d'un propos dans le théâtre. Tu penses qu'il faut raconter une histoire. Est-ce qu'il n'y aurait pas, Eliezer Guérismé, la possibilité d'un théâtre explosé, d'un théâtre désorganisé, un théâtre sans texte? Ça te paraît envisageable? Ça existe des théâtres, entre guillemets, sans texte, même s'il y a toujours un texte. Il y a toujours une histoire qui est écrite, même dans les spectacles que je fais avec la brigade dans la rue, il y a une histoire qui est écrite, il y a un texte qui est proposé. Il y a toujours un texte, même s'il n'y a pas de texte dit en tant que tel, mais il y a quand même un texte un qui est là. support textuel. Justement. Qu'il soit conventionnel ou pas, mais il y a quand même ce socle-là à partir duquel vous faites des rebondissements sur scène. Et à partir de là, moi, j'aimerais bien évoquer la mise en scène aussi. Absolument. La mise en scène parce que c'est quand même un travail assez important pour le théâtre. Et ce travail qui est fait, lorsqu'on fait un travail de mise en scène, il faut une intelligence. Là, tu l'as souligné tout à l'heure, il faut une intelligence du texte. Il faut arriver à lire entre les lignes. Il faut, pour camper les personnages, pour construire les personnages, il faut se dire à tel moment, je vais décider de faire de ce personnage un bandit. Par exemple, j'ai travaillé sur Premier Amour de Beckett en 2017. Premier Amour de Beckett raconte l'histoire d'un homme qui est éjecté du toit familial après la mort de son père. On l'a foutu à la porte.
et il a décidé d'aller vivre dans un cimetière. Et dans ce cimetière, il a rencontré quelqu'un, une prostituée, Loulou, qui va devenir sa femme. Parce que c'est un mec qui n'a pas toujours connu de femme dans sa vie, qui est toujours enfermé dans sa chambre, à la maison. Et le rapport qu'il a, le rapport d'amour, le seul rapport d'amour qu'il a connu dans sa vie, enfin le vrai amour, le premier amour qu'il a toujours connu dans sa vie, c'est le rapport avec son père. Et par contre, il est tombé sur cette femme, cette prostituée, sur ce banc, dans ce cimetière. Et à partir de cette rencontre, une histoire d'amour va voir le jour. Une histoire d'amour va voir le jour et il va avoir un enfant. Et il va à un moment décider il va même imposer à la femme d'avorter. Parce que lui, il s'est toujours considéré comme un enfant avorté. Parce qu'à un moment, il n'a jamais connu de rapport intime avec sa maman. Et donc, du coup, il s'est dit, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas eu une discussion entre mon père et ma mère? À un moment, ils se sont dit, on va avorter. Donc, du coup, il a connu beaucoup d'avortements dans sa vie. Il a connu cet avortement parce qu'il a toujours été enfermé à la maison. Il n'a pas eu de rapport avec ses frères et sœurs. Il n'a pas eu de rapport avec sa maman. Il a connu d'autres avortements parce qu'à un moment, lorsqu'il est arrivé dans la chambre, il a habité chez Loulou, parce qu'à un moment, il est allé vivre chez Loulou, chez cette prostituée. C'est à ce moment qu'il a compris que cette femme est une prostituée. Et cette femme arrive avec une nouvelle, je suis enceinte. Voici une nouvelle qui va mettre en crise. On va laisser aux téléspectateurs le goût de la découverte. Samuel Beckett, premier amour. Mais là, tu me tends une perche pour te taquiner sur un autre terrain, Eliezer. Nous avons Beckett, nous avons Bernard-Marie Coltès, nous avons le théâtre de Camus, Les Justes, nous avons le théâtre de Sartre, nous avons une multitude de théâtres, une multitude d'auteurs. Est-ce que le théâtre prend définition dans la plume de chaque auteur? Est-ce qu'il y a plusieurs théâtres? Est-ce qu'il y a plusieurs définitions du théâtre, dépendamment de l'auteur de théâtre? Je ne dirais pas définition, je dirais oui, il y a plusieurs théâtres parce que chaque auteur qui écrit, il essaie d'être dans une espèce de... Il développe une esthétique personnelle. Une esthétique personnelle, c'est-à-dire il y a toujours une rupture qui est proposée entre l'écriture, même si tu vois un auteur de théâtre revendique tel ou tel auteur, mais il essaie toujours d'avoir une espèce de rupture. Par exemple, je peux citer Jean-René Lemoine qui, à un certain niveau, revendique le style d'écriture de Coltès. Mais il y a toujours cet effort d'aller dans une espèce de rupture, de proposer une signature personnelle. Une signature personnelle, par exemple, ça peut se faire à travers les thématiques qui sont développées, ça peut se faire à travers la manière de camper les personnages, ça peut se faire à travers un personnage. Il y a par exemple des auteurs qui ont des personnages qui sont toujours présents. Par exemple, il y a Dario Fo et Franck Aramé qui sont deux auteurs qui ont travaillé ensemble, qui ont écrit au moins 300 textes. Ils travaillent beaucoup sur les femmes. Ils écrivent beaucoup de textes sur les femmes. Ils ont un recueil de textes qui s'appelle « Récits de femmes et autres histoires ». Donc, l'auteur de théâtre peut toujours proposer son écriture soit à partir d'une rupture, et cette rupture peut prendre forme à partir de la thématique ou à partir des personnages qui sont développés dans le texte. Mais comment, Eliezer, lit-on du théâtre? C'est un exercice cognitif quelque peu compliqué. Tu es dans un texte où tu as plusieurs voix qui se rencontrent, tu as plusieurs personnages qui sont en contact. J'adore cette question. Comment lit-on du théâtre? Moi, j'adore cette question. J'adore cette question parce qu'au début, moi, lire du théâtre a toujours été quelque chose de difficile pour moi. Ouais. Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, il y a tellement de personnages. Eh bien, j'avais toujours tendance à essayer de vérifier. À chaque fois que je lis un passage, je regarde pour voir quel personnage prend la parole. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut se faire confiance et il faut faire confiance à l'auteur. Parce que chaque personnage a son propre vocabulaire. Ouais. Donc, on ne va pas se tromper. L'auteur est talentueux. Non, oui, après, on ne va pas commencer à lire des auteurs qui ne sont pas talentueux. Okay. Laissons-les de côté et puis mettons-nous d'accord sur les auteurs qui sont talentueux. L'auteur, il propose un vocabulaire au personnage.
L'auteur, il propose une psychologie au personnage. Donc, on n'est pas obligé de revenir à chaque fois sur le début de la phrase pour vérifier quel personnage prend la parole, parce que la psychologie du personnage est développée dans le texte et automatiquement, qu'on lit les 3 premières pages, on sait très bien à quel personnage... Du protocole du personnage. Oui, il y a déjà ce rapport qui est installé entre l'auteur et le lecteur. Donc, du coup, on peut se faire confiance, aller, on lit. Et puis, bon, aujourd'hui, avec les textes contemporains qui n'ont pas beaucoup de personnages, donc voilà, le problème est résolu. Peut-être, oui, pour Erzulie Dahomey, qui a au moins 7 ou 9 personnages, c'est plutôt compliqué, mais il faut se faire confiance parce qu'on va quand même comprendre. On va quand même cerner le délire de l'auteur. Dans la solitude des champs de coton, Bernard-Marie Coltès, voici une proposition de lecture théâtrale sur laquelle Eliezer Guérismé aura énormément insisté. Quand un homme de théâtre de sa trempe insiste autant, il faut absolument prendre cette proposition très au sérieux. Nous vous invitons à lire avec chaleur, avec énergie, avec passion, dans la solitude des champs de coton, Bernard-Marie Coltès. Eliezer, tu as d'autres sources dans ton escarcelle. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Erzulie Dahomey, déesse de l'amour, Jean-René Lemoine, qui est un homme de théâtre haïtien. Ce texte, bleu dans sa couverture, probablement bleu dans son propos. Édité chez les Solitaires Intempestifs. Pourquoi il t'a marqué ce texte? Il m'a marqué parce que c'est ma plus grande expérience de mise en scène. Enfin, jusqu'à date. On était en 2018. T'avais 50 ans. Je sais. Bon. Ça, c'est un coup bas. On était plutôt en 2017. En 2017, j'ai décidé de faire une édition du Festival en lisant, l'édition de 2018, autour de Jean-René Lemoine. J'ai commencé à lire tous les textes de Jean-René Lemoine. J'avais lu qu'un seul texte, Face à la mer. Et je me suis dit, je vais monter Erzulie Dahomey, déesse de l'amour. Et j'ai commencé à faire une expérience de metteur en scène assez extraordinaire. C'est-à-dire, imaginez toutes les entrées, toutes les sorties des personnages. Il y a beaucoup d'entrées et de sorties. Il y a beaucoup de passages. Il y a des scènes qui sont très longues, il y a des scènes qui sont très courtes. Donc, il faut imaginer tout cela. Toute l'équipe, on avait souffert pendant très longtemps avant d'accoucher ce spectacle. C'est pour cela que lorsque tu m'as parlé de cette émission, je me suis dit que je dois proposer Erzulie Dahomey, déesse de l'amour. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une dame, une blanche, qui a chez elle une bonne qui est antillaise. Et cette bonne, à un moment, va être habitée par un loi. Habitée par ce loi, et ça va faire tout un... Comment je peux dire? Ça va installer une tension dans cette maison et on va comprendre que chaque personnage était habité par quelque chose. Chaque personnage dans la pièce. Chaque personnage, la femme, la dame, était... Je me souviens plus du nom du personnage principal, je peux toujours vérifier. Comme ça, je te dis rapidement. Donc, comme quoi, tous les personnages, comme quoi nous sommes toujours habités. Nous sommes toujours habités. Victoire Maison, qui est une ancienne comédienne, elle est habitée par un personnage qu'elle avait abordé dans le théâtre. Elle a monté, elle a joué un personnage dans sa vie et elle est habitée par ce personnage. Il y a un fantôme qui rôde autour de la maison, qui habite le fils de Victoire. Le personnage, alors le fantôme lui-même est habité. Le fantôme, oui, il est habité. Lui-même, il est habité. Parce qu'il veut revenir chez lui à Gorée. Parce que ça raconte un peu l'histoire de Gorée, de l'esclavage. La traite. La traite négrière. Et aussi Gorée qui représente ce chemin, qui représente cette porte ouverte entre le WOP et
et l'Afrique Ouais, nous qui... sommes au Sénégal, l'île de Gorée. Justement. Mais, du coup, c'est un théâtre qui parle, c'est un théâtre qui porte un message. Nous ne sommes pas dans un théâtre fatigue, c'est-à-dire un théâtre sans propos. Est-ce que le théâtre qui t'interpelle, toi, c'est un théâtre qui dénonce? C'est un théâtre qui se colle au réel et qui nous ouvre une perspective, qui nous permet de comprendre un pan de réalité. Est-ce que le théâtre désintéressé, le théâtre de performance ne t'intéresse pas? Un théâtre sans Ça ne thématique. m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout, le théâtre de performance. Et ça me fait penser à un texte de Federico García Lorca que j'évoque tout le temps. Et à chaque prise de parole, dans des ateliers, dans des conférences, dans des émissions, j'évoque toujours ce texte. Et un texte d'ailleurs que j'ai traduit en créole. Et Ah ouais, ça bosse, hein? oui, c'est un texte tout Ouais. court. C'est pas un texte assez long. C'est un Ok. texte tout court pour dire que c'est un créole et ça dit, enfin c'est la traduction, Ouais. la traduction du texte. Il y a un peuple qui, enfin j'ai le texte avec moi dans mon Mais téléphone. oui, je suis tu sûr peux le qu'il tirer, est là. ouais. Je peux le. C'est je pour peux ça le- que nous avons toutes ces ressources intelligentes Ah autour ben de voilà, nous. Hein. voilà, à un Ils appellent moment- ça les smartphones. Ouais. Et ça promet, ça nous permet de nous cultiver tellement. J'espère que les jeunes qui regardent cette émission, qui sont très attachés à leur téléphone, feront de leur téléphone un usage intelligent. Un outil de outil travail, un de outil travail pour écrire, pour charbonner leur rédiger. intelligence. Ouais. Ça, c'est le texte, la version française de Federico García Lorca. Mhm. Un peuple qui n'aide pas, qui ne favorise pas son théâtre est moribond, s'il n'est déjà mort. De même que le théâtre qui ne recueille pas la pulsation sociale, la pulsation historique, le drame de son peuple et la douleur authentique de son paysage, ce théâtre-là n'a pas le droit de s'appeler théâtre, mais salle de divertissement local, tout juste bon pour cette horrible chose qui s'appelle tuer le temps. Je vais te lire la version en créole. Yo peuple qui pa bay bourrade avec théâtre li, nous met dit li à la tique des mots. En rien pas dit tout, li pas tourné zombie, li pas mouri déjà. Ça valable tout pour un théâtre qui pa récolter fruit l'histoire peuple ça, qui fait mes géli sous ça qui a bouleversé société ça, avec douleur la mort qui a saccagé les entrailles li. Théâtre si là pas mérité pour yo relé li théâtre. Mais côté yo bay amusement ak fait moun grien dedans. Oui, c'est pi bon pour moun vin faire ça yo relé laver main si à terre. C'est en traduction de ce texte de Federico García Lorca. Pour dire qu'il n'y a de théâtre réel, Sans authentique engagement. au fait que dans l'engagement. Ouais, Il y a faut que que le théâtre porte une cause. Le théâtre s'engage toujours. Le théâtre s'engage toujours parce que le comédien, l'artiste, il est certainement quelqu'un qui est en crise, une crise permanente. Et on ne peut pas monter un spectacle sans toutes les formes de crise qu'on connaît dans la vie. Mais maintenant, Eliezer, pour mettre en scène cette crise-là de l'auteur, moi, je me suis toujours demandé comment ça se passe dans le laboratoire de création du metteur en scène. Ah, j'adore cette question. Ouais, est-ce que tu tâtonnes avec les comédiens? Ils sont tous devant toi et tu dis, bon, toi tu rentres par là, toi tu rentres par là. Ou est-ce que conceptuellement tu mets tout en place, donc un grand travail cérébral, et tu as tout déjà qui est préfabriqué dans ta tête, et quand tu arrives sur scène avec tes comédiens, tu as déjà le préfabriqué que tu poses? Je vais te répondre en tant que comédien, pas en tant que metteur en scène. Je préfère répondre en tant que comédien et ça va peut-être éventuellement nous inviter à parler de Premier Amour de Samuel Beckett. J'ai joué Premier Amour de Samuel Beckett, ce texte qui raconte l'histoire de cet homme, Ouais. Un Chassé amoureux. du toit familial. un amoureux. Mhm. Eh bien, qu'est-ce qui s'est arrivé? Comment j'ai procédé? J'ai fait quelque chose de très sincère dans ma vie à cette époque. On était en 2017. J'ai décidé de construire ce personnage à partir de mon frère, Christensen Gerisme, qui est mon frère, qui est malade mental, qui est enfermé à la maison tout le temps dans sa chambre. Et j'ai dit que ce personnage, le personnage que je vais mettre sur scène, ça va être Christensen, son son, il s'appelle. Et j'ai commencé à interpréter tous les mouvements de Christensen, de son son. Sa manière de parler, sa manière de marcher, sa façon de s'habiller, tout. Je lui ai dit, Sonson, tu sais, je vais monter un spectacle et je veux que le personnage de ce spectacle soit toi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un travail de catharsis, c'est-à-dire partir de ce que j'ai du plus profond de moi pour
aborder le personnage. J'ai beaucoup souffert dans cet exercice parce que quand même, un frère qui le est là drame à la est maison... familial. Ouais, justement, c'est un drame familial. C'est quelque chose qu'on ne raconte pas sur le grand 3 comme ça. Donc, je voulais restituer en spectacle tout ce que on a vécu dans cette famille avec cette maladie que mon frère Donc cette pièce était pour toi presque un exutoire. Cette mise en scène était un exutoire. C'était ça. C'était une espèce d'échappatoire. C'était un moyen de sortir de tout ce que j'ai vécu pendant tous ces temps-là. Et Samson, justement, mon père, qui est très proche de lui, je suis très proche de lui, je suis tout le temps là avec lui. Lorsqu'il va à l'hôpital, je suis là. Lorsqu'il prend ses médicaments, je suis là avec lui. Donc je voulais, à un moment, proposer ce personnage. Ce personnage de Premier Amour qui est dans ce cimetière et qui commence à dire qu'il aime l'odeur des cadavres parce que les cadavres, ils ont une odeur puante, parce que ça pue. Okay? Et il aime l'odeur, contrairement à l'odeur des humains. Il dit que les humains, ça pue et que ça lui dérange. Il aime bien manger sa banane, son sandwich au cimetière sur ce banc. Il y a un passage, si tu veux, je peux te le lire. Mais oui, si tu le trouves, ce serait bien qu'on arrive là. Toujours la magie du téléphone. Mais okay? Voilà, il le faut bien. Eh bien, à un moment, attends-moi. OK, je sors. OK, voilà. Si on est dans ce monde-là. C'est bon. Personnellement, je n'ai rien contre les cimetières. Je m'y promène assez volontiers. Plus volontiers qu'ailleurs, je crois, quand je suis obligé de sortir. L'odeur des cadavres que je perçois nettement sous celle de l'herbe et de l'humus ne m'est pas désagréable. Un peu trop sucrée peut-être, un peu entêtante, mais combien préférable est celle des vivants, des aisselles, des pieds, des culs, des prépuces cireux et des ovules désappointés. Et quand les restes de mon père y collaborent aussi modestement que ce soit, il s'en faut de peu que je n'ai la larme à l'œil. Ils ont beau se laver, les vivants, beau se parfumer, mais ils puent. Oui, comme lieu de promenade. Quand je suis obligé de... Oui, comme lieu de promenade. Quand on est obligé de sortir, laissez-moi les cimetières et allez vous promener, vous, dans les jardins publics ou à la campagne. Mon sandwich, ma banane, je les mange avec plus d'appétit, assis sur une tombe. Et si l'envie de pisser me prend, et elle me prend souvent, j'ai le choix. Ou gère les mains derrière le dos, parmi les pierres, les droites, les plates, les penchées, et je bitune les inscriptions. Elles ne m'ont jamais déçu, les inscriptions. Il y en a toujours 3 ou 4 d'une telle drôlerie que je dois m'agripper à la croix ou à la stèle ou à l'ange pour ne pas tomber. La mienne, je l'ai composée il y a très longtemps. Et j'en suis content. Assez content. Mes autres écrits, ils n'ont pas le temps de sécher qu'ils me dégoûtent déjà. Mais mon épitaphe à moi me plaît toujours. Elle illustre un point de grammaire, Sigi, qui échappe à tant, qu'il n'en échappe que maintenant. C'est vrai que c'est assez touchant, hein, c'est aérien, le propos est presque justifié, sa préférence pour l'odeur des cadavres. Mais il y a un autre élément qui me monte à la tête tout de suite, Eliezer, par rapport au passage. Un comédien, c'est non seulement un professionnel de la diction du langage, c'est aussi un professionnel de l'amnésie. La mémoire. Il faut une mémoire. Ah bien, ça évoque justement ce texte. Ouais. La formation de l'acteur de Constantin Stanislavski. Ouais. Dans le texte de Constantin Stanislavski, il y a un passage où il évoque la mémoire affective et la mémoire affective et la mémoire sensorielle. Pour travailler, il faut une très bonne mémoire. Et cette mémoire, comment on peut la mobiliser? On peut la mobiliser soit à partir de ce qu'il appelle la mémoire sensorielle ou à partir de la mémoire affective. La mémoire sensorielle, c'est quoi? C'est une odeur de menthe. C'est une odeur de... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sentir l'odeur de quelque chose et ça te rappelle quelque chose? Mais oui. Tu sens l'odeur d'une femme. La fameuse Madeleine de Proust. Eh bien, imagine, tu sens l'odeur d'une femme et tu commences à imaginer tous les moments où tu as connu avec elle. Ouais, tout ce que tu as échangé avec elle et tout. Eh bien, voilà, c'est ce qu'on appelle la mémoire sensorielle. Donc, il y a aussi ça. Il y a aussi cet élément. Ouais, tu prends l'odeur d'un pâté, et là tu te rappelles de telle marchande de pâté qui est à tel coin de rue, et tu te dis, il faut absolument que j'aille reprendre ce pâté. Donc cette mémoire sensorielle, elle détermine ce que nous faisons, notre façon de nous inscrire dans le réel. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de toucher un truc et il te fait penser à,
je sais pas, quel... Ouais, à un autre moment de réalité que Oui, j'ai oui. vécu avant. Ouais, nous sommes toujours, le toucher participe de cette mémoire-là. Eh bien, voilà, le comédien doit mobiliser les sens aussi pour travailler sa mémoire. Il y a des comédiens qui apprennent les textes avec des dictaphones, ok. Il y a d'autres comédiens qui apprennent les textes avec des notes qui ont leurs textes et puis après qui commencent à mettre des textes, qui commencent à faire des dessins et à partir de tous ces dessins, il y a une mémoire qui est créée et à partir de ces dessins, ils vont commencer, Ouais. ils vont pouvoir Mais du coup, jouer Eliezer, comme nous facilement. parlons de mémoire, comme nous parlons de lecture, il faut aux comédiens du temps. Un temps d'apprentissage, un temps d'acclimatation textuelle, un temps dans lequel ils s'imprègnent totalement du texte, où ils deviennent presque en scène du texte. Eh bien, c'est Où la pour mise ça, en oui. scène, c'est le moment de l'accouchement. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai décidé de ne pas jouer parce que j'ai pas assez de temps pour travailler sur les textes. Avec tout ce que je fais, avec l'émission que je fais à la radio, je fais la pub. Attends, où est ma caméra, c'est ça? Ok. Donc, je fais une émission justement à la radio tous les matins entre 7h et 11h qui s'appelle Bonjour Espace. Donc, Le mec, il fait sa pub ah ben, à je mon fais ma émission. pub. Donc, voilà, ouais. Donc, avec tout ce que je fais, j'ai décidé d'arrêter Ouais. de jouer. Et tu as aussi le Théâtre Enfin, National où tu es directeur de programmation. Je suis directeur de tu as ton programmation. festival J'ai en mon lisant. festival. Et tu as ton Et- alcoolisme à gérer. Non, je suis pas du tout alcoolique. C'est pas un métier, c'est pas un métier l'alcoolisme. À un moment, il faut arrêter de Mais boire. tu Non. sais, et parlons de ça entre parenthèses, Eliezer, beaucoup de comédiens dans le milieu boivent beaucoup, fument beaucoup. Bon, toi, tu n'es pas tombé dans le drame des locks. Quand je Non. dis le drame des locks, c'est une antiphrase. Hein, je ne condamne pas parce que des fois, les gens prennent au sérieux mes antiphrases et se disent « Ah, il a un jugement sur Sur ça. les dreadlocks. Sur les dreadlocks ou sur les gens qui fument, qui boivent. » Mais pourquoi on a presque ce regard cliché sur le comédien qui serait un libidineux, un libertin, ou pour le dire en bon français, un sybarite, un plaisiste. Il boit, il fume. C'est vrai Parce qu'il est complètement libéré, le comédien. Il est complètement libéré avec tout ce qu'il a connu dans sa vie, avec tous les personnages qu'il a interprétés. Parce qu'à chaque personnage que tu interprètes, tu gardes quelque chose en toi. Il laisse des On sort pas taches en indemne. toi, le Non, personnage. on sort pas indemne Ouais. dans une interprétation. On sort pas vivant. Ouais. Le personnage te tue des parties de toi Ah, mais justement, pour s'installer parce comme... que lorsque tu prends ce matériau qui t'appartient et que tu le proposes au personnage, eh bien, à un moment, tu ne vas pas sortir comme ça. Tu vas te dire demain matin où tu te réveilles. Moi, je me souviens là tout récemment, en lisant le 17 juillet dernier, on a fait Récit de femme et avec Clorette qui a joué un personnage, qui a joué le dernier texte, une femme qui est violée. Le texte s'appelle Le viol de Franck Aramé et de Dario Fo. Après, tout de suite après, je voulais saluer Clorette et Clorette était complètement blasée. Complètement blasée. Ouais, elle était tellement rentrée dans le fatiguée, personnage. quoi. Elle était rentrée complètement dans le personnage. Elle a dit oui, ça va, on se parle tout à l'heure. Ouais. Donc, du coup, les personnages que les comédiens incarnent laissent des taches en eux. Mesdames et messieurs, soyez des formes pures, soyez des personnages. Lisez cette deuxième recommandation de lecture d'Eliezer Guérismé, Erzuli Dahomey, déesse de l'amour de Jean-René Lemoine. C'est exactement ce qu'il faut faire de votre vie. Portez votre vie comme si vous étiez un personnage. Lisez, ça va charbonner votre personnage. Vous suivez des livres et vous, allez, respirez. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Lavez vos mains. Mettez une robe de nuit. Ne soyez pas si pâle. Je vous le dis encore. Il ne peut pas sortir de sa tombe. Venez, 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 venez. Donnez-moi votre main.
Ce qui est fait ne peut être défait. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Maintenant, vous venez me surprendre, même dans mon intimité. Que voulez-vous? Vous voulez me regarder vieillir? Vous voulez voir mes seins? Vous voulez voir le désastre de mes seins de 50 ans? Vous voulez voir le champ de bataille? Je vous montre tout. Je n'ai plus la force de lutter. Vous voulez que je vous parle de mon désir de vieille, de ma solitude? Vous voulez que je vous dise que la nuit je gémis de douleur, de n'être jamais caressé, que mon corps s'alourdit et s'ankylose de n'être jamais caressé? Que je suis dur comme une pierre à l'intérieur et molle à la fois comme la glaise? Que je suis exténué? Que cette ville me tue? Que je meurs d'ennui dans cette ville où je suis né, où mes parents, mes grands-parents sont nés. Que voulez-vous? C'est de l'argent que vous voulez? Mes émeraudes? Je vous donne tout. Prenez, pillez, volez, mais allez-vous-en. Allez danser avec vos jupes de paille et vos colifichets tournoyés dans la poussière. Laissez-moi pleurer sur le champ de bataille de mon propre corps. C'est un extrait de Erzulie Dahomey, déesse de l'amour de Jean-René Lemoine. Laissez-moi pleurer sur... Le champ de bataille de mon propre corps. Il y a quand même, si tu veux, un parti pris extrêmement poétique, là. Du coup, l'écriture de théâtre est une écriture qui mobilise plusieurs genres littéraires. Il y a beaucoup, si tu veux, de nouvelles, de romans, beaucoup de poésie qui constituent la richesse de l'écriture théâtrale. Toi, Elésia Guérismet, quand tu fais ta mise en scène, est-ce que tu as ce souci de restituer la poétique de la pièce? Exactement. Exactement. Et dans les travaux de mise en scène, on mobilise aussi toutes les disciplines artistiques. Il y a la danse qui est mobilisée parce qu'il y a un élément, il y a un matériau très important qui est le corps. Ouais. Et on peut prendre l'exemple des acteurs politiques, on peut prendre l'exemple des manifestations. Là, il y a le corps qui est proposé dans cette mise en scène. Dans les manifestations, il y a un corps qui est mobilisé. Et ce corps qui est mobilisé, il y a la danse. Il y a des chorégraphies qui sont proposées dans les manifestations. Ouais, dès lors qu'il y a mouvement, il y a un groupe de raras. Il y a un besoin de mouvement, il y a un besoin de parole, il y a un besoin de musique, il y a les raras, il y a un besoin de chansons. Il y a toutes sortes de matériaux qui est mobilisé. Ouais. Il y a toutes sortes de matériaux. Il y a des éléments artistiques, il y a d'autres éléments artistiques qui sont mobilisés. Donc, c'est exactement ça pour le travail de mise en scène, parce que l'auteur, lui, il y a ce qu'on appelle les didascalies. Dans les didascalies, l'auteur, il fait des propositions. Et dans les didascalies, on peut tomber sur des propositions de chant, on peut tomber sur des propositions de chorégraphie. À tel moment, l'auteur, il peut te proposer de faire une chorégraphie. Il peut te proposer, par exemple, dans ce texte de Erzulie Dahomey, déesse de l'amour de Jean-René, j'ai découvert une très belle chanson de Mylène Farmer, California. Oui, mais tu dis proposition, ce qui fait que le metteur en scène, il est dans cette liberté-là qui lui permet de ne pas respecter les directives de l'auteur. On peut toujours ne pas respecter les propositions de l'auteur ou les directives de l'auteur, mais c'est dangereux. C'est dangereux dans le sens qu'il faut trouver une autre manière de travailler. Et puis après, il y a des metteurs en scène, enfin, il y a des auteurs. Il y a des auteurs qui n'aiment pas qu'on respecte pas les propositions dans les Du coup, c'est comme si tu ne restituais pas totalement l'esprit du texte. Il y a une trahison. Ouais. Là, tu as fait autre chose là-dedans. C'est plus une interprétation qu'une véritable mise en scène. Oui, il y a une trahison des fois. Et il y a des moments, si tu fais d'autres choix, tu peux rater beaucoup de choses. Parce que l'auteur, lorsqu'il écrit son texte, il y a une pensée derrière le texte. C'est un écosystème qu'il a créé. Oui. Et quand tu ne respectes pas les codes, les mots-clés de cet écosystème, tu es dans autre chose. Tu es dans un monde parallèle au sien. Donc, c'est pour ça que lorsque tu fais une mise en scène, il faut arriver à lire entre les lignes. Il faut arriver à imaginer ce qui est caché derrière telle ou telle partie. Il faut aller plus loin. Par exemple, pour travailler ce texte Erzulie Dahomey, déesse de l'amour, j'étais obligé d'aller regarder
comment il s'appelle ce réalisateur espagnol Almodovar, non? Almodovar. Almodovar. Ah, tu connais un peu le cinéma, hein? J'étais obligé d'aller regarder 9 films d'Almodovar. Pour quoi? Pour comprendre le choix des couleurs, le choix des couleurs qui sont proposées dans le texte. Parce qu'Almodovar, il travaille beaucoup sur le rouge. Ouais, énormément. Pour comprendre le choix des talons, il y a toujours des talons dans les spectacles, dans les films d'Almodovar, des talons aiguilis que portent les filles, parce qu'il y a toujours des personnages féminins. C'était aussi pour aborder les personnages féminins. Ce personnage féminin qui est central dans le texte, Victoire, Maison, donc c'était pour comprendre comment je dois aborder ce personnage féminin. Donc du coup, une mise en scène te prend beaucoup d'énergie. Ça prend un ça travail demande, en amont. ça demande beaucoup de travail. Ouais. Et c'était aussi, Almodovar, c'était aussi pour travailler sur la mise en espace. Parce que il y a un des films de Almodovar, je ne sais plus quel film, enfin si tu regardes beaucoup Almodovar, donc tu vas pouvoir m'aider. Il y a un film, il y a une pièce de théâtre qui est montée dans le film. Ok, ouais. Ok. Donc du coup, cette mise en abîme qui est proposée dans le film de Almodovar, donc je voulais essayer de proposer, de restituer cette mise en abîme dans mon travail. Donc installer 2 mondes, déjà, je voulais installer 2 mondes. Il y avait Gorée d'un côté et il y avait, je ne sais pas dans quel lieu on était, si on était en Europe ou si on était aux Antilles, mais il y avait un autre lieu qui était proposé. Donc pour faire tout ce travail, il fallait relire Macbeth. J'étais obligé d'aller relire Macbeth parce qu'à un moment, il y avait une référence à Macbeth. Donc, ça demande beaucoup de ça t'ouvre sur travail. beaucoup de monde et ça te permet d'explorer plusieurs domaines de la pensée. Tu es toujours dans l'intellection, tu es toujours dans une exploration artistique, mais ça te prend ce temps-là. Eliezer, tu viens de Fort Mercredi, tu es né à Fort Mercredi. Fort Mercredi, man. Ouais. Est-ce que là maintenant tu es Eliezer Guérismé, tu diriges un festival? J'ai toujours été Eliezer Guérismé. Et ouais, mais il y a Eliezer Guérismé et Eliezer Guérismé. Ouais. Du coup, j'ai envie de te dire, il y a des jeunes là qui sont à Fort Mercredi, qui regardent Délivrez-vous, qui te regardent parler de théâtre, d'Almodovar et tout. Mais ces jeunes-là n'aiment pas forcément lire Eliezer. Qu'est-ce que tu peux dire, si ça t'intéresse, à un jeune de Fort Mercredi qui a 17 ans, qui n'aime pas lire et qui se dit « Ah, ce pays n'offre rien, c'est raté, tu fais tous les efforts du monde, tu n'en arrives à rien, ce pays est perdu. » Qu'est-ce que tu peux dire à ce jeune-là qui a 17 ans, qui te regarde et qui n'aime pas lire? Je me dis, tout simple, faites-y foi, folie, ou pas, je me connais. Ouais. Ou pas, je me connais. Parce que moi-même, à un moment, je me connais si je viens tomber dans ça. Peut-être que je suis toujours intéressé à faire et théâtre, mais je me pensais que je tape vraiment lent théâtre pour mobiliser autant de textes. Et c'est théâtre, je dis là, qui fait que moi, et qui fait que je découvre tout l'univers. Je dis, si je commence à parler d'Almodovar, c'est parce qu'à un moment, je me suis lancé dans le théâtre. Donc, le théâtre t'a ouvert plusieurs voies, t'a ouvert plusieurs perspectives et vivre de théâtre. Ouais, je vis du théâtre. Je travaille dans le milieu de la radio, mais je ne fais pas de radio. Je fais de la mise en scène. À la radio tous les matins entre 7h et 11h. C'est une mise en scène que je propose. Il y a un personnage qui est constitué, il y a un personnage qui est créé et ce personnage aborde les actualités, toutes les actualités tous les matins à la radio. Donc, il y a toujours une mise en scène, il y a toujours ce rapport avec le théâtre qui est proposé et je suis vraiment dans le milieu du théâtre. Je suis au Théâtre National en tant que directeur de programmation, même si je ne joue pas, mais je suis là à programmer des jeunes, je suis là à travailler sur la tournée avec la direction générale pour faire avancer cet espace. Donc, je suis toujours dans une espèce de mise en scène. Il y a des parents qui regardent cette émission. Une mise en scène des lieux, excuse-moi d'Angelo, une mise en scène des lieux et une mise en scène aussi de moi-même. Absolument. Il y a des parents, justement, qui regardent Délivrez-vous et dès qu'ils entendent théâtre, ils se disent « Ah, c'est le divertissement, c'est le burlesque, genre la comédia dell'arte à la Jessifra, à la Désirable. » Comment tu peux recamper le théâtre pour ces parents-là? Comment dire à un parent, un comédien, c'est pas un comique?
là, nous faire référence avec théâtre, il faut que nous pas toujours penser ensemble avec farce. Ouais. Il y a farce, il y a théâtre. Farce, c'est un genre artistique. C'est un genre théâtral, mais ce n'est pas le théâtre en soi. Il y a beaucoup de genres théâtraux. Et à un moment, farce là lui-même, il vient prendre place. C'est pas là où on manie ou aborder au spectacle, en gratter derrière, en passer mon et en chevaux. Mettez gros souliers. Mettez gros souliers. Caricaturer les paysans. Oui. Parler aux gens drôles, parler aux gens drôles, cocher-bouche, et puis rendre là dans une espèce de facilité, nous, dans le théâtre. Alors, ça, c'est, pour le dire clairement aux gens, c'est un genre théâtral. C'est un genre La théâtral. caricature, c'est une technique théâtrale parmi d'autres techniques. Oui, il y a mais d'autres le théâtre techniques. n'est pas que ça. C'est pas que ça. Ouais, ce que tu fais est à tout, on va dire, à tout son point, à toute sa valeur. Je rappelle que tu as proposé la formation de l'acteur, Constantin Stanislavski. Je rappelle que tu as proposé Dans la solitude des champs de coton, Bernard-Marie Coltès, et tu as proposé Erzuli Dahomey, déesse de l'amour de Jean-René Lemoine. Voici donc les propositions de lecture d'Eliezer Guérissimé. Je te fais la pub gratos. Qui anime Bonjour Espace 94.1 entre 7h et 11h. C'est du boulot, hein, te réveiller à 7h. Bravo. Hein. Ça va. Ça va, tu Je suis fais habitué. avec. Voilà, ça s'appelle le travail. C'est par le travail que l'on règne, a dit Louis XIV. Merci Eliezer. Ah ben merci. Et puis après, D'Angelo, peut-être rendez-vous une autre fois. Et je fais la pub pour En lisant aussi. En lisant, c'est un festival de théâtre qui passe tous les ans. Il se prive pas, quoi. Qui passe tous les ans. Et là, l'année prochaine, le titre générique du festival est déjà lancé. C'est En lisant Baka. Le festival va être Baka l'année prochaine. Et à partir de septembre prochain, on va lancer l'affiche officielle. L'affiche est déjà disponible, mais on attend la période estivale, la fin de la période estivale à partir de septembre pour lancer l'affiche officielle. Et l'auteur avec qui on va travailler, il est déjà très motivé. À partir de septembre, on va lancer un texte pour dire que voilà, le festival est lancé. Et d'ailleurs, je me souviens très bien, tu étais à la genèse d'En lisant. Peut-être tu ne te souviens pas. Mais oui, bien sûr, on était à Distraction. On était à Distraction. On avait une conversation sur Eugène Ionesco, sur le théâtre de l'absurde. Sur Jean Genet. Ouais, voilà, absolument. Sur Samuel Beckett. Comme quoi des conversations fortuites, gratuites, peuvent déboucher sur de grandes initiatives. Sur de grandes initiatives, sur des choses très sérieuses et qui aujourd'hui constituent un élément assez important dans ma vie. Et qu'à chaque fois, je respire, je pense à ce festival. Et tu me permets justement de lancer une dernière recommandation de lecture. Second livre, Sous la terre, en pièce théâtre, on connaît qui bouleversé, c'est La cantatrice chauve de Eugène Ionesco. Son pièce théâtre qui n'a ni cantatrice, qui n'a ni femme qui chauve, mais qui relaie La cantatrice chauve. Voici une énième recommandation de lecture. Comme quoi vous pouvez prendre plaisir à vivre en lisant. C'est pour cela même qu'on doit lire. La lecture est une activité de grande jouissance. Je remercie le staff technique de la télévision qui me permet de débarquer chez vous chaque semaine. Je remercie Stanley, Wendy, je remercie Fekier, je remercie Gamin, je remercie Greg Boule qui assure le son, Jimmy qui fait le montage, Émilie qui fait le maquillage, Barreau, Alphonse. C'est une grosse équipe avec Guito qui fait 1,90 m. Ça s'appelle une équipe et ça vous propose délivrez-vous. Continuez à charbonner votre intelligence. Gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres